T'es-tu déjà demandé ce qui se cache derrière ce petit flacon de parfum que tu utilises chaque jour? Ce n'est pas seulement une fragrance, c'est une histoire de patience, de précision et une véritable alchimie olfactive. Aujourd'hui, nous allons t'emmener dans un lieu où la magie du luxe naît, goutte après goutte. Derrière chaque parfum se cache un processus complexe, méticuleux et surprenant, qui commence bien avant que ce liquide n'effleure ta peau. Des champs remplis de fleurs aromatiques du sud de la France, jusqu'au laboratoire où les essences sont assemblées comme des œuvres d'art, nous allons révéler chaque étape de cette création. Pourquoi certains parfums coûtent-ils des centaines, voire des milliers d'euros? Quels ingrédients secrets renferment-ils? Et comment une simple goutte peut-elle réveiller tant d'émotions, de souvenirs et de sensations profondes? Aujourd'hui, nous t'ouvrons les portes d'une fabrique de parfums de luxe, une expérience immersive où tradition, science et art se rejoignent dans chaque flacon. Et peut-être qu'après avoir vu cela, tu ne regarderas plus jamais ton parfum de la même façon. Prépare-toi à découvrir la précision derrière chaque arôme, l'histoire contenue dans chaque goutte et l'immense travail qui transforme des fleurs en émotions liquides. Là-haut, sur les collines du sud de la France, il existe un endroit où l'air a une senteur différente, où les levers de soleil réveillent les champs de fleurs et où chaque brise transporte des notes d'histoire. Ce lieu s'appelle Grasse, connu comme la capitale mondiale du parfum. Depuis le XVIIIe siècle, Grasse est le cœur battant de la parfumerie. Ce qui avait commencé comme une industrie du cuir, cherchant à masquer les mauvaises odeurs, s'est transformé en un art de créer des fragrances uniques, devenu l'ADN de maisons légendaires telles que Chanel, Dior et Hermès. Et pourquoi ici? Parce que Grasse possède tout. Un climat méditerranéen idéal, des sols fertiles et des générations entières consacrées à l'art de capturer les senteurs. Dans cette région poussent certaines des fleurs les plus précieuses au monde. La rose de mai, la lavande, le jasmin. Des ingrédients qui ne parfument pas seulement l'air, mais deviennent l'âme des fragrances iconiques. Chaque plante est cultivée avec un soin quasi sacré. Rien n'est improvisé. La période de floraison, l'exposition au soleil, l'irrigation, tout est minutieusement contrôlé. Chaque année, des milliers de visiteurs se rendent à Grasse pour découvrir le parfum dans sa forme la plus pure. Beaucoup parcourent les champs où poussent les fleurs, visitent des ateliers où l'on distille encore les huiles comme autrefois et apprennent à reconnaître les différentes notes d'une fragrance. Quand tu tiens un flacon de parfum de luxe, tu ne tiens pas seulement une odeur. Tu ressens des siècles d'expérience, des fleurs vivantes et un héritage aromatique transmis de génération en génération. Dans l'univers de la parfumerie de luxe, certains ingrédients ne sont pas seulement essentiels, ils sont légendaires. 3 protagonistes dominent l'histoire olfactive des créations les plus célèbres: la lavande, la rose et le jasmin. La lavande, avec sa couleur violacée et son parfum frais, est bien plus qu'une simple plante décorative. Cultivée dans le sud de la France, elle apporte des notes propres, herbacées et légèrement sucrées. Son huile essentielle est polyvalente et sert de base apaisante dans de nombreuses compositions. Puis vient la reine incontestée du parfum, la rose de mai. Cette variété rare ne fleurit que quelques semaines par an, et chaque pétale contient une richesse olfactive inégalée. Son parfum est floral, doux, avec des accents fruités et une profondeur verte inoubliable. Il faut des milliers de fleurs cueillies à l'aube pour obtenir un seul kilo d'huile essentielle. Et enfin, le jasmin. Petite fleur blanche et délicate, mais au pouvoir olfactif immense. Son parfum est sucré, chaud, envoûtant. Considérée comme l'une des essences les plus sensuelles du monde, elle doit être travaillée immédiatement après sa cueillette. Ses ingrédients sont traités comme des trésors. Tout compte, la nature du sol, l'exposition au soleil, la technique de récolte. Dans les maisons de parfumerie de luxe, chaque lot est scrupuleusement analysé et sélectionné. Leur valeur dépasse la rareté. Ils transportent des émotions. La lavande apaise, la rose séduit, le jasmin ensorcelle. Jusqu'ici, tu as découvert les ingrédients qui donnent vie aux parfums les plus iconiques du monde. Mais ce n'est que le début. Si ce voyage au cœur de la parfumerie de luxe te plaît, pense à t'abonner et à laisser un like pour ne rien manquer de la suite. Et dis-nous en commentaire, quel est ton ingrédient préféré dans un parfum? Lavande, rose ou jasmin? On a hâte de te lire. Mais poursuivons, car le processus qui transforme ces fleurs en essence va te surprendre. Récolter les fleurs destinées à un parfum de luxe n'est pas simplement couper des plantes. C'est une véritable chorégraphie, un art où le temps, la technique et l'expérience sont essentiels. Pour la lavande, le moment parfait de la récolte arrive lorsque la fleur atteint son apogée. Trop tôt, l'huile essentielle n'est pas encore développée. Trop tard, sa puissance s'atténue. Les cultivateurs surveillent donc la couleur,
la texture et même l'odeur des tiges pour déterminer le moment exact. Pour le jasmin, le processus est encore plus délicat. Ces petites fleurs doivent être cueillies une, à la main, juste au lever du soleil, quand leur parfum est le plus intense. Si la récolte est retardée, une partie de sa force aromatique disparaît. La rose de mai exige elle aussi une attention particulière. Seules les fleurs en pleine ouverture sont récoltées à la main. Et il faut des milliers de fleurs pour produire une quantité infime d'huile. Dans tous les cas, la récolte doit être rapide mais minutieuse. Une fois cueillies, les fleurs sont immédiatement transportées vers les centres de transformation. Le temps entre la cueillette et l'extraction est déterminant. Plus il est court, plus l'huile sera de qualité. Chaque fleur récoltée est une promesse d'excellence. En parfumerie, il n'y a pas de place pour l'improvisation, seulement de la passion, de la rigueur et un profond respect de la nature. Lorsque les fleurs arrivent fraîches à l'usine, commence l'une des étapes les plus fascinantes, la distillation. C'est ici que la matière végétale se transforme en essence pure, que le parfum quitte les pétales pour devenir l'âme liquide du flacon. La méthode la plus traditionnelle, encore très utilisée, est la distillation à la vapeur d'eau. Les fleurs, comme la lavande, sont placées dans de grands alambics en acier. On y injecte de la vapeur d'eau à basse pression qui pénètre le végétal et libère les huiles essentielles. Le mélange vapeur-arôme traverse ensuite un serpentin réfrigéré, se condense et se sépare en deux phases, eau et huile. L'huile, plus légère, flotte à la surface et est soigneusement extraite. C'est ce que les parfumeurs appellent l'or liquide. Mais toutes les fleurs ne supportent pas la chaleur. Le jasmin ou certaines roses nécessitent des techniques alternatives comme l'extraction par solvant ou l'enfleurage, une méthode ancienne qui utilise la graisse pour capturer les senteurs. Ces procédés permettent de préserver les notes fragiles que la vapeur détruirait. La durée de distillation varie. Certaines ne durent que 30 minutes, d'autres plusieurs heures. La température, la pression, le temps, tout est réglé avec précision par des experts. Dans certaines maisons de luxe, la distillation se fait en petits lots pour préserver l'intégrité de chaque fleur et assurer une traçabilité totale. Ici, chaque étape est supervisée par des techniciens et des nez expérimentés, car la moindre erreur pourrait compromettre un lot entier. La distillation n'est pas seulement de la chimie, c'est une véritable alchimie, un article. Sans elle, le parfum tel que nous le connaissons n'existerait pas. Une fois les huiles essentielles extraites et stabilisées, commence l'une des étapes les plus créatives, la composition du parfum. Au centre de ce processus, le maître parfumeur, aussi appelé le nez. Ces artistes possèdent un odorat hors du commun et une mémoire olfactive prodigieuse. Ils savent reconnaître et équilibrer des centaines d'essences comme s'ils composaient une symphonie invisible. Leur formation prend des années, parfois des décennies. Leur laboratoire ressemble à une cuisine gastronomique. Des étagères remplies de flacons, des formules notées et ajustées, des mélanges testés encore et encore. Chaque parfum s'organise en 3 strates. Notes de tête, de cœur et de fond. Trouver l'équilibre parfait peut prendre des semaines ou des mois. Ce qui semble idéal sur le papier ne l'est pas toujours en pratique, d'où des tests constants. La technologie assiste aussi le processus, avec des logiciels spécialisés, mais la décision finale appartient toujours au nez. Une fois la formule choisie, la fragrance est testée sur différentes peaux et conditions. Car un grand parfum ne se contente pas de sentir bon, il raconte une histoire, exprime un caractère et laisse une trace. Un parfum de luxe ne serait pas complet sans son flacon. Élégant, travaillé, raffiné, il est bien plus qu'un simple contenant. Il fait partie intégrante de l'expérience. Tout commence avec le verre, issu d'un mélange précis de sable, de carbonate de sodium et de calcaire, fondu à 1500 degrés Celsius. Le liquide en fusion est découpé en gouttes identiques, soufflé à l'air comprimé pour prendre leur forme. Chaque moule correspond à un modèle de flacon, des plus sobres aux plus ornés. La précision est essentielle. La moindre imperfection peut ruiner l'ensemble. Chaque pièce est contrôlée avant de passer au polissage thermique, qui donne au verre son éclat lisse et brillant. Puis vient le refroidissement lent, évitant les fissures. Mais le design n'est pas qu'esthétique. Il doit protéger la fragrance, permettre une vaporisation fine et agréable, et tenir confortablement en main. Même la couleur du verre est pensée pour refléter la personnalité du parfum. Avant même de le sentir, le flacon nous parle déjà. Quand la fragrance a atteint sa maturité et que le flacon est prêt, vient l'étape de l'embouteillage. Chaque flacon est d'abord nettoyé à la perfection pour éliminer toute particule. Ensuite, des machines de haute précision remplissent la quantité exacte, au millilitre près. Puis vient la pose de l'atomiseur,
ce petit mécanisme qui transforme le liquide en nuage parfumé. Ici, aucune erreur n'est tolérée. Une fois scellé, le flacon reçoit son étiquette, parfois gravée ou sérigraphiée, et dans les maisons les plus prestigieuses, même personnalisée. Enfin, il est placé dans son coffret, conçu pour protéger, mais aussi pour refléter l'esprit de la maison. Dans certaines fabriques, jusqu'à l'étape finale de fermeture se fait encore à la main, assurant un ajustement parfait. Chaque détail est contrôlé, car dans le monde du parfum de luxe, rien n'est laissé au hasard. Au-delà de son odeur, un parfum a le pouvoir de transformer notre état d'esprit et la façon dont nous nous présentons au monde. Ce n'est pas seulement sentir bon, c'est un langage émotionnel. L'odorat est directement lié au système limbique, siège de la mémoire et des émotions. C'est pourquoi une senteur peut nous ramener en un instant à un souvenir, une personne ou un moment. Porteur, un parfum peut apaiser, donner confiance, séduire. C'est aussi une forme d'expression personnelle. Douceur, force, sensualité, tout passe par les notes que l'on choisit. Des études montrent même que certaines senteurs influencent la perception sociale, rendant une personne plus attirante ou digne de confiance. Un parfum ne nous accompagne pas seulement, il nous représente. Derrière chaque flacon de parfum de luxe se cache bien plus qu'une simple odeur. Ce sont des champs entiers de fleurs, des mains patientes, des scientifiques et des artistes réunis pour transformer la nature en émotion. Chaque étape, de la récolte à l'embouteillage, témoigne d'un engagement envers l'excellence, la beauté et la tradition. Porteur, un parfum de luxe, c'est porter une histoire faite de notes, d'émotions et de siècles de savoir-faire. Alors, la prochaine fois que tu vaporiseras ta fragrance favorite, souviens-toi de tout ce qui a été nécessaire pour créer cet instant. Ce n'est pas un simple produit, c'est de l'art, de la science et de la passion en flacon. Et si tu as trouvé ce voyage aussi fascinant que nous, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et de t'abonner pour découvrir encore plus de secrets du luxe. On se retrouve très vite. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Plus de 2 milliards de tonnes de déchets sont produits chaque année par l'homme, et le verre en représente près de 20%. Le plus fou, une seule bouteille en verre peut rester dans une décharge pendant plus d'1 million d'années sans se dégrader. Mais voici la bonne nouvelle. Le verre peut être recyclé à l'infini sans perte de qualité. Comment fonctionne ce processus? Comment des tessons brisés et encombrants se transforment-ils en bouteilles propres et brillantes? Pénétrons dans l'une des plus grandes usines de recyclage de verre au monde, où des centaines de tonnes de verre reprennent vie chaque jour, et découvrons les secrets du parcours incroyable du matériau le plus durable de la planète. C'est parti. Pour recycler le verre, il faut avant tout disposer d'un approvisionnement régulier en bouteilles usagées. Au quotidien, les bouteilles de bière ou de soda vide sont souvent jetées avec les ordures ménagères, ce qui rend le tri pour le recyclage coûteux et complexe. Pourtant, dans de nombreux pays européens, un système a été mis en place pour traiter ce problème à la source. Des machines de collecte de bouteilles en verre sont installées dans les rues des villes. Il suffit au consommateur d'y déposer une bouteille vide, qui la scanne, la trie et leur restitue un petit montant, généralement de 10 à 20 centimes par bouteille. Ainsi, une bouteille de bière fraîchement finie, au lieu de finir à la poubelle, se transforme instantanément en un bien précieux, doté d'une valeur marchande. Cette approche incite les gens à collecter eux-mêmes les bouteilles, tout en fournissant aux usines un flux de verre déjà pré-trié, propre et bien plus homogène. L'Europe semble avoir tout compris. Mais qu'en est-il des États-Unis? Disposons-nous également de systèmes aussi avancés? Laissez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Lorsque les automates de récupération sont pleins, les entreprises de collecte envoient des camions spécialisés pour récupérer les bouteilles. De grands bacs en plastique, contenant chacun des milliers de bouteilles en verre vide, sont chargés sur les camions à l'aide de chariots élévateurs. Un seul camion peut transporter entre 20 000 et 30 000 bouteilles en un seul voyage, soit environ 10 à 12 tonnes de déchets. Des camions chargés de bouteilles en verre circulent rapidement depuis les supermarchés et les points de collecte jusqu'à l'usine de recyclage, chacun transportant des dizaines de milliers de bouteilles vides, serrées dans des bacs. À leur arrivée, les chauffeurs reculent vers un immense entrepôt et libèrent le chargement, faisant dévaler une cascade de bouteilles. En quelques minutes, le sol se couvre de montagnes de verre coloré qui scintillent sous la lumière. Les déchets verts, bruns et transparents s'empilent. Ces piles ne sont pas de simples déchets, elles constituent le point de départ de toute la chaîne de recyclage. Un approvisionnement constant de matières premières en attente de nettoyage et de broyage.
Pour lancer le processus de recyclage, d'énormes chargeurs s'approchent des imposants tas de déchets de verre. Ils ramassent d'énormes quantités avec leurs seaux et les transportent à travers la cour. Dans un fracas assourdissant, le verre est finalement déversé dans la trémie d'alimentation de l'usine, projetant une cascade d'éclats dans la goulotte en acier. Immédiatement, le convoyeur en acier se met en marche, transportant le flux de verre mêlé de terre et de sable au cœur de l'installation. Le premier arrêt est le tamis vibrant, où de puissantes secousses séparent la poussière, le sable et les particules fines. Après cette étape, le verre est beaucoup plus propre, mais des contaminants plus gros, difficiles à détecter par les machines, subsistent. Le long du convoyeur, des ouvriers se tiennent prêts à extraire soigneusement papier, plastique et tout ce qui ne devrait pas l'être. Ce mélange de criblage mécanique et de manipulation humaine produit un lot de matériaux plus propres, prêts pour la prochaine étape du recyclage. Savez-vous ce qui se cache encore dans ce tas de verre brisé? Les capsules de bouteilles. Heureusement, la plupart d'entre eux sont en métal, ce qui permet de les extraire facilement à l'aide d'un séparateur magnétique puissant. Le principe est simple, le puissant champ magnétique saisit les morceaux d'acier tandis que le verre continue de descendre sur le convoyeur. Grâce à cette étape, le verre est désormais propre à environ 80% et se rapproche de sa renaissance. Une fois la plupart des contaminants éliminés, le verre passe à l'étape cruciale suivante, le broyage en calcin. Les plus gros morceaux sont introduits dans un broyeur à marteau, une machine massive équipée de marteaux rotatifs à grande vitesse qui brise le verre à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il ne reste que de minuscules fragments. Les morceaux encore trop gros sont automatiquement détectés et renvoyés dans le broyeur jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille souhaitée. Cela garantit un flux de verre uniforme, sans aucun retardataire. Le processus produit du calcin, de fines particules de verre scintillantes qui ressemblent à du sable artificiel. Grâce à sa petite taille, le calcin fond beaucoup plus rapidement dans le four, ce qui permet d'économiser jusqu'à 40% d'énergie par rapport à l'utilisation de matières premières comme le sable ou le calcaire. Le calcin est ensuite acheminé vers un puissant système d'aspiration où il est soufflé par un puissant flux d'air. Ce flux d'air décolle et souffle les fragments d'étiquettes restants, laissant le verre encore plus propre. Enfin, le groisil passe dans le système de tri optique, l'étape la plus précise de tout le processus. Tandis que le verre tombe en cascade scintillante, des capteurs laser scannent en continu chaque minuscule fragment pour en détecter la couleur et la composition. Dès qu'un verre brun, un verre vert ou même un éclat de céramique est identifié, le système envoie instantanément un jet d'air précis, le propulsant dans un flux distinct. La vitesse est presque incroyable. Des dizaines de milliers de pièces sont traitées chaque minute. Cela garantit un tri méticuleux du verre par couleur, car le moindre mélange de teintes erronées altérerait la qualité du verre recyclé. Une fois le calcin trié, il poursuit son chemin sur le tapis roulant. Les minuscules particules de verre sont dirigées vers des zones de stockage distinctes, chacune divisée par couleur. Là, elles s'accumulent progressivement pour former d'énormes stocks, attendant d'être transformés en bouteilles en verre flambant neuf. Une fois trié et broyé, le calcin ne peut pas être introduit seul dans le four. Il doit d'abord être mélangé aux matières premières. Le mélange commence par du sable de silice pur, l'élément clé qui confère au verre sa clarté. Vient ensuite le carbonate de sodium, qui abaisse la température de fusion et économise l'énergie tout au long du processus. On y ajoute également du calcaire, renforçant le verre et le rendant plus stable une fois formé. Dans certaines formules, les fabricants ajoutent également de la dolomie, de l'alumine ou des oxydes métalliques pour ajuster la couleur et les propriétés. L'élément le plus important reste cependant le calcin, qui peut représenter entre 20 et 70% du lot, ce qui permet un écoulement plus rapide de la matière fondue et une réduction de la consommation d'énergie pouvant atteindre 40% par rapport à des matières premières neuves. En effet, l'ajout de seulement 10% de calcin supplémentaire permet de réduire la consommation d'énergie d'environ 3% et de diminuer considérablement les émissions de CO2. Grâce aux formules prédéfinies en usine, le mélange est homogène et prêt pour la fusion. Le mélange est ensuite introduit dans un immense four à gaz, où la température atteint environ 1750 degrés Celsius, soit plus que celle de la lave en fusion d'un volcan. Des techniciens surveillent attentivement l'ensemble du processus et versent le mélange dans des creusets spéciaux. À l'intérieur de l'usine, les ouvriers doivent porter des combinaisons ignifuges et des gants épais, car la chaleur ambiante, proche de 1500 degrés, est presque insupportable. Une fois les ingrédients stabilisés, l'ouverture de chaque creuset est scellée pour maintenir la chaleur extrême et contrôler le processus de fusion. Au bout de 24 heures, le mélange n'est plus du sable. Il commence à couler épais comme de la lave. La lueur brillante au fond du four est du verre liquide, une masse dense et brillante ayant atteint la température et la viscosité idéale. Pendant les 5 heures qui suivent, le verre reste à l'état fondu, permettant au gaz restant de s'échapper et garantissant une pureté optimale du matériau final. Pour façonner le verre, un moule est nécessaire.
ce qui fait de sa création l'étape suivante du processus. Les ingénieurs utilisent des logiciels de CAO avancés pour concevoir le moule avec une grande précision, en contrôlant minutieusement chaque ligne, dimension et épaisseur, afin de respecter les normes techniques. À partir de cette conception numérique, des moules sont fabriqués en fonte ou en acier allié, capables de résister à des températures allant jusqu'à environ 1400 degrés. Ces moules sont ensuite préparés pour recevoir le verre en fusion et le façonner de l'intérieur. Une fois les moules terminés, ils sont soigneusement installés sur la ligne de production à double soufflage, l'une des méthodes les plus répandues et les plus fiables pour façonner des produits en verre creux, tels que des bouteilles de boissons gazeuses, des bocaux alimentaires et des contenants pharmaceutiques. Le processus de formage commence par le dépôt de verre fondu, appelé paraison, dans le moule ébaucheur initial. Ces paraisons sont découpées dans un flux continu de verre liquide, atteignant des températures d'environ 1011 degrés Celsius, et présentent une viscosité idéale pour un façonnage lisse et régulier. À l'intérieur du moule préliminaire, un jet d'air comprimé est soufflé par le haut, poussant le verre chaud vers l'extérieur, contre les parois du moule. Cela forme la forme initiale, appelée paraison, une structure creuse en forme de bulle avec un col étroit. Encore incandescent, le verre est délicatement transféré vers le moule final, situé à quelques centimètres de là, sur la même ligne de production. Ici, un second jet d'air comprimé est injecté directement au centre de la paraison, étirant le verre ramolli vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il appuie fermement sur chaque contour et détail de la cavité intérieure du moule. En quelques secondes seulement, la bouteille prend forme. De l'extérieur, cela peut paraître rapide et sans effort, mais en coulisses, chaque valve et chaque capteur du système sont synchronisés avec une précision incroyable au millième de seconde près. Ce niveau de contrôle extrême permet de fabriquer des centaines de milliers de bouteilles par jour, chacune presque identique et impeccable, comme si elles provenaient toutes d'un seul et même moule. À peine sorties du four, les bouteilles en verre rayonnent d'une chaleur rouge intense, leur surface miroitant dans l'obscurité, telles des tiges métalliques incandescentes. Des bras robotisés interviennent ensuite avec une précision programmée et fluide, se glissant sans effort en place. Chaque bouteille est soulevée avec précaution et déposée sur le tapis roulant. La scène se déroule dans un silence paisible, parfaitement synchronisé, sans aucune précipitation. Le tapis guide lentement les bouteilles fraîchement formées, dont le fond est encore incandescent, vers la zone de refroidissement. Elles traversent un long tunnel jaune, où la température baisse progressivement, laissant au verre le temps de se stabiliser sans se briser. Cette étape de refroidissement minutieux prend du temps. Elle peut durer plusieurs minutes, voire des dizaines de minutes. Au fur et à mesure du processus, les bouteilles en verre refroidi passent à l'étape d'inspection. Ici, un ensemble de capteurs optiques et de caméras haute vitesse examine chaque bouteille en temps réel. Chaque détail est vérifié, et dès qu'un défaut apparaît, qu'il s'agisse d'une fissure, d'une bulle, d'une rayure ou même d'une légère déformation, le système le signale immédiatement et retire la bouteille de la ligne. L'étape suivante consiste à examiner attentivement le goulot de la bouteille. Chaque bouteille est tournée avec précision par un système automatisé, tandis que capteurs optiques et sondes mécaniques s'associent pour détecter les défauts, qu'il s'agisse d'un bord ébréché, d'une fine fissure ou du moindre écart de dimension. Seules les bouteilles qui passent ce contrôle rigoureux sont autorisées à avancer. Après avoir passé toutes les inspections, les bouteilles en verre sont acheminées vers la section de palatisation, où des systèmes robotisés prennent le relais. Conçues pour une précision et une uniformité optimale, ces machines organisent facilement des milliers de bouteilles. Un mécanisme de serrage à ventouse abaisse, saisit une rangée complète et la dépose délicatement sur la palette. Pour la protéger des chocs lors de la manutention et du transport, une bâche est placée entre chaque couche. Une fois la pile terminée, une banderoleuse automatisée scelle la palette sous film et l'identifie avec un code correspondant au lot de production. Enfin, les palettes de verre sont stockées, soigneusement empilées et prêtes à être expédiées. De là, elles voyageront à travers le monde, devenant bientôt des bouteilles pétillantes, remplies à ras-bord et prêtes à être utilisées dans tous les domaines de la vie quotidienne. Et bien sûr, les bouteilles en verre sont faites pour contenir des boissons. Et soyons honnêtes, presque tout le monde a bu un Coca-Cola au moins une fois dans sa vie. Ces bouteilles en verre sont remplies du soda le plus emblématique au monde, mais avant d'être commercialisées, elles passent par un processus d'embouteillage rigoureusement contrôlé. Tout d'abord, chaque bouteille est soigneusement nettoyée à l'eau chaude sous haute pression mélangée à de la vapeur pour éliminer toute poussière ou bactérie. Elle est ensuite acheminée par un convoyeur à grande vitesse jusqu'à la station de remplissage, où des bus automatisés remplissent chaque bouteille de Coca-Cola au millilitre près. Parallèlement, du CO est injecté pour préserver ce pétillant si caractéristique. Juste après le remplissage, les bouteilles sont directement acheminées vers la station de bouchage,
où les capsules couronnes sont pressées par des machines de précision. Chaque capsule est soumise à un contrôle d'étanchéité minutieux grâce à des capteurs de haute précision intégrés à la ligne de bouchage. Cela garantit une étanchéité parfaite de chaque bouteille, évitant ainsi la moindre fuite avant le conditionnement et l'expédition du produit. Chaque bouteille passe ensuite devant un système de caméra à haute vitesse qui vérifie l'absence de fissures, de suremplissage ou d'étiquettes mal apposées. Les bouteilles de Coca-Cola continuent de glisser en douceur sur le tapis roulant, alignées en formation parfaite, tel un assemblage programmé, franchissant chaque étape de la chaîne avec un rythme régulier et précis. À leur arrivée au poste de pulvérisation d'eau, un jet d'eau froide à haute pression est dirigé directement sur le goulot de chaque bouteille. Enfin, les bouteilles de Coca-Cola parfaitement scellées sont conditionnées en carton, chargées sur des palettes et transférées en chambre froide, prêtes à être expédiées vers des millions de magasins à travers le monde, des petites boutiques de bord de route aux hôtels de luxe. Et ainsi, le voyage de renaissance du verre prend fin, renaissant de ses cendres pour redevenir un objet brillant, pur et précieux. Recycler le verre en bouteille neuve n'est pas seulement un geste écologique, c'est aussi un rappel de la magie de la technologie moderne. Nous espérons que cette vidéo vous inspirera à faire du recyclage du verre une habitude. Laissez un commentaire ci-dessous et donnez-nous votre avis. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir avec nous d'autres aventures industrielles fascinantes.